suite de la plénière au Conseil national de transition, les membres de l'organe législatif ont adopté 3 projets de loi. Ces différents textes concernent en partie les transports. Adama Djimde nous fera le compte-rendu dans ce journal. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur corrige les erreurs sur les cartes NINA de nos compatriotes de la diaspora. Plus de 14 000 dossiers uniquement des Maliens résidant en France sont concernés. Koumba Sissé nous en dira plus dans cette édition. Sport football éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Éric Sékouchel et Frédéric Meyer, les 2 sélectionnaires, face aux médias dans la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Les Aigles affronteront les Diables Rouges du Congo ce samedi. Aridjou Matina a suivi la conférence pour nous. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue aux informations. Une délégation russe en visite à Bamako. Elle est venue approfondir la discussion entamée par nos ministres lors de leur séjour en Russie. Plusieurs domaines sont concernés par ces discussions, tous dans le sens du développement socio-économique de notre pays. La délégation vient d'être reçue en audience en début de soirée par le Premier ministre. Elle avait à sa tête l'ambassadeur de la Russie au Mali. Les visiteurs ont remis au chef du gouvernement une médaille décernée par l'Académie internationale de télécommunications de Russie dont il est membre. On aura le compte-rendu de Fousseini Tunkara qui vient de regagner la maison de la radio au cours de ce journal. Et toujours à la primature, un mot de ces audiences accordées hier par le Premier ministre. Il a reçu la directrice des opérations de la Banque mondiale et les membres du conseil local de la société civile de Kéniéba. Aucune information n'a filtré de la première rencontre, tandis que les ressortissants de Kéniéba ont signalé les dégâts causés par l'exploitation artisanale de l'or dans le cercle. Mamadou Fani, reportage. Aujourd'hui, le cercle de Kéniéba fait face à un problème de dégradation de son environnement. Cette dégradation due à l'orpaillage a impacté considérablement les cours d'eau, mais aussi la faune et la flore. À cela s'ajoute l'insécurité grandissante. Face à cette situation, le conseil local de la société civile du cercle de Kéniéba a rencontré le Premier ministre pour trouver une solution à leurs préoccupations. Nous sommes là au nom de la population de Kéniéba. Nous souffrons de questions environnementales. Parce que pour le simple fait que les Chinois, les Burkinabés et leurs complices maliens ont carrément détruit le fleuve, les cours d'eau. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Premier ministre. À Kéniéba aujourd'hui, c'est une petite minorité, moins d'une quarantaine de personnes qui sont à la base de cette activité. Et ils pensent que c'est carrément difficile de lutter contre cette activité parce que pour eux, ils sont avec les hautes autorités. Mais nous avons la preuve aujourd'hui qu'ils n'ont personne derrière eux. Nous sommes en train de nous battre pour une cause qui ne nous regarde aucunement. Ça concerne les générations futures. Avec le gouvernement de Takasigila, nous avons belate d'abla. Nous avons fait la population ku mine ku di gouvernement ou bien ku dénoncer aw bu filɛ ka baara min kɛ yan n'aw yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan population bɛɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ jɛkulu bɛɛ ka fɔ o ka dabila aw ka jamana kɔnɔ en ce moment un gouvernement bɛ se ka bɛn contre les autres. Les ressortissants de Kéniéba ont saisi cette opportunité avec le Premier ministre pour évoquer d'autres défis auxquels le cercle est confronté. Il s'agit notamment de l'accès à l'électrification et aux routes praticables. À toutes ces préoccupations, le Premier ministre a rassuré que l'État jouera pleinement sa mission pour soulager les souffrances des populations. Peu avant cette rencontre, le Premier ministre avait reçu en audience la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Rien n'a filtré de cet entretien. Célébration de la fête nationale de l'Italie, une occasion pour les responsables italiens et maliens de se féliciter de la qualité des relations de Bamako et Rome. C'est en présence de certains membres du gouvernement et de plusieurs diplomates présents à Bamako. Mariam Kone était sur place. C'est un 2 juin 1946 que le peuple italien a voté par référendum l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République d'Italie. Cela n'est pas arrivé sans sacrifice.
3 générations de patriotes ont lutté pendant 50 ans, de la première révolte de 1820 à la conquête de Rome en 1870, pour rendre l'Italie unie, souveraine et démocratique, pour nous donner une république que nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de fêter ensemble. C'est la première fois que la République d'Italie est célébrée au Mali avec une ambassade. En effet, sa représentation diplomatique a ouvert ses portes à Bamako seulement en 2021. Lorsque vous répétez en public que le Mali est l'héritier des grands empires, cet ambassadeur d'Italie est parmi ceux qui comprennent le mieux vos paroles. Je suis le représentant d'un pays qui a hérité l'histoire et la culture du plus grand empire de l'Antiquité, l'empire romain millénaire. La coopération entre le Mali et l'Italie est au beau fixe, selon le ministre des Affaires étrangères, qui apprécie à sa juste valeur la présence de l'Italie aux côtés du Mali en ces moments de crise. Surtout dans ce contexte particulier, nous voudrions saluer l'accompagnement dont mon pays, mon gouvernement, le peuple malien bénéficie à travers votre personne, l'engagement de l'Italie à nos côtés pour la réussite de la transition. Mais aussi nous voudrions saluer la contribution de l'Italie au développement socio-économique du Mali. Je voudrais vraiment saluer la contribution énorme de l'Italie dans plusieurs domaines. Le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'eau potable, mais aussi dans le domaine de la migration. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de pouvoir renforcer cette coopération au niveau de nos opérateurs économiques et nous souhaitons que les hommes d'affaires italiens, les hommes d'affaires maliens puissent voir ensemble comment travailler ensemble. Le ministre Abdoulaye Diop a par ailleurs donné l'assurance que les autorités maliennes mettront tout en œuvre pour obtenir la libération des 3 ressortissants italiens et de tous les autres otages au Mali. Relation au beau fixe également entre le Mali et le Japon. La représentation diplomatique du pays du soleil levant offre au secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères des engins d'une valeur de 144 millions de francs CFA. Objectif, renforcer la capacité opérationnelle du service, surtout dans les zones difficiles d'accès. Abdoulaye Sako, Abdraman Keita. Les armes légères et de petit calibre, comme par exemple les pistolets mitrailleurs ou les revolvers, sont souvent utilisés pour commettre les plus graves crimes. C'est pourquoi il est nécessaire de mener une lutte implacable contre leur prolifération. Pour y arriver, il faut des moyens adéquats. Des véhicules tout-terrain et motos offerts par l'ambassade du Japon au Mali permettront aux services en charge de cette lutte d'avoir plus de chances à réussir cette mission. Je voudrais renouveler mes remerciements au ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour l'acquisition de ces véhicules qui nous seront d'un appui considérable. Cependant, au regard du contexte sécuritaire, les défis sont énormes et les doléances sont grandes pour mener à bien les missions et tâches qui nous sont confiées. Nous comptons sur l'appui et l'accompagnement constant du département. La sécurisation du Mali est la priorité des autorités de la transition. Elles soutiennent toute action allant dans ce sens. Il me plaît de vous assurer que le gouvernement, sous la bienveillante impulsion du chef suprême des armées, ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de sécurité de notre pays. J'exhorte le secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre de faire un bon usage de ces matériels précieux pour leur mission. La cérémonie a pris fin sur la remise officielle des clés au secrétaire permanent en charge de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Rapport mondial de l'UNESCO 2022. Pour cette 3e édition, 2 problématiques sont posées, à savoir la situation actuelle des secteurs culturels et celle des changements politiques. La cérémonie ici au Mali était présidée par le ministre en charge de la culture, nous précise Alpha Maïka. Quelques gestes. Des gestes qui marquent tout simplement le lancement du rapport mondial 2022 de l'UNESCO ici au Mali. Le Mali, un pays dans lequel la culture est considérée comme l'une des principales richesses, et pour cette 3e édition, il s'agit de repenser les politiques culturelles pour la promotion des libertés fondamentales et la diversité des expressions culturelles.
Voir comment la culture contribue économiquement et aussi génère vraiment des revenus pour les acteurs culturels. Je vois le potentiel de la richesse culturelle du Mali. L'édition 2022 va s'articuler autour de deux grandes questions. D'abord, quelle est la situation actuelle des secteurs culturels et créatifs? La deuxième interrogation porte sur les changements politiques. Opportunité pour le ministre en charge de la culture de se réjouir d'une telle démarche culturelle. Cette troisième édition du rapport mondial mesure les succès et les défis en se basant sur des cadres et des méthodologies de suivi qui s'imposent de plus en plus au sein des parties à la Convention. Le lancement du rapport mondial 2022 de l'UNESCO témoigne de tout l'intérêt que l'UNESCO accorde à la production des informations relatives aux avancées réalisées et aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention de 2005. Au cours de la cérémonie de lancement, le ministre en charge de la culture et les participants ont échangé en visioconférence avec leurs partenaires de l'UNESCO depuis Paris. Direction le CICB où siège l'organe législatif. Voyons ensemble la suite de la plénière au Conseil national de transition. 3 projets de loi adoptés. Ces différents textes concernent le projet de mobilité et de connectivité rurale, la création de la Direction générale des transports et le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase 1. Les travaux étaient présidés par le vice-président du CNT, Assarid Imbakawan. Le compte-rendu est signé Adama Djimbe. Lors de la plénière d'hier, les membres du CNT ont adopté 3 autres projets de loi. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2022-06 PTRM du 22 février 2022. Il autorise la ratification de l'accord de financement supplémentaire signé à Bamako le 1er octobre 2021 entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA concernant le projet de mobilité et de connectivité rurale et de modification de l'accord de financement initial, montant environ 8 milliards de francs CFA. Ce texte a été adopté par 109 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le deuxième projet de loi soumis à l'appréciation du CNT est celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-011 PTRM du 11 mars 2022 portant création de la Direction générale des transports. Ce document a eu l'accord du CNT avec 110 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les membres de la commission chargée des travaux publics ont recommandé au gouvernement de respecter les délais d'exécution des travaux. Ils ont bien apprécié le bien fondé de ces 2 projets de loi. Le financement de la mobilité en milieu rural, alors qu'il y a un grand projet, un projet qui permettra de donner plus de mobilité en milieu rural. Et aussi, avec les aménagements connexes, permettre vraiment de doter les villages qui sont au bord de ces pistes-là d'infrastructures de base. Le deuxième projet concerne la transformation de la Direction nationale des transports en Direction générale des transports. Alors ça, c'est une utilité vraiment très adaptée déjà disons, à la mission même de cette direction, parce que c'est une direction centrale. Le gouvernement, pour mieux convaincre le CNT, a procédé à la projection vidéo de certaines réalisations déjà faites. L'aspect service central va demeurer. Parce que quand vous regardez, depuis 2015, il y a eu l'adoption de la PNTID. Quand l'État a adopté la PNTID, aussitôt, les 2 services centraux que nous avons au niveau du ministère en charge des transports et des infrastructures devraient être restructurés pour prendre en compte ces aspects qui n'étaient pas pris dans les services nationaux. Le troisième et le dernier projet de loi porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2022-011 PTRM du 17 mars 2022 autorisant la ratification de l'accord de financement signé à Bamako le 28 décembre 2021 entre le Mali et IDA, relatif au programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase numéro 1, dans le cadre de l'approche programmatique multiphase. Par cet accord, IDA consent au Mali un prêt d'environ 17 milliards de francs CFA. Ce projet de loi a été adopté par l'ensemble des membres présents, soit 100 voix pour,
0 contre et 0 abstention. Les membres de la commission chargée du développement rural du CNT ont recommandé au gouvernement d'impliquer les différents acteurs et d'étendre le programme aux autres régions du Mali pour les prochaines phases. Le texte contribue à accroître la production alimentaire. Ce programme, il s'aligne. Effectivement, il est en phase avec l'un des objectifs d'agir qui consiste à réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Donc, en quelque sorte, ce projet est une phase, comme son nom l'indique, c'est une phase 1. Il s'agit là de mettre en place un cadre d'information qui permet à chacun des acteurs de l'ensemble de la chaîne des valeurs, comprenez par chaîne des valeurs tout ce qui va de la production jusqu'à la commercialisation à l'intérieur tout comme à l'international. Et dans cette chaîne de valeurs, chacun a un rôle. Ce projet est très pertinent parce qu'en matière de recherche et développement, il permettra aux pays bénéficiaires, notamment les pays de l'UEMOA, de pouvoir utiliser les technologies pour maîtriser l'eau, utiliser les technologies pour pouvoir produire beaucoup. Ces différents projets de loi visent d'une part la réalisation d'environ 2000 km de pistes rurales et d'autre part à accroître le niveau de préparation à l'insécurité alimentaire. Et nous avons ce communiqué, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, en rapport avec le CMTR, le CMC, la FETRAM, la PECAM, la Chambre des mines, la DGCC, la PEX et la Direction générale des transports, envisage une opération de recensement des conteneurs de marchandises en souffrance dans les ports de transit vers le Mali sur la période du 1er janvier 2021 à nos jours. L'objectif est d'engager des négociations pour alléger les charges y afférentes et faciliter le déblocage du processus de transit. Une liste est ouverte à la CECIM du demain samedi 4 juin au mercredi 8 juin 2022. La CECIM invite tous les opérateurs concernés à se faire enregistrer auprès de la commission à Bamako comme dans les délégations régionales du samedi 4 donc au mercredi 8 juin 2022. Fini désormais les casse-têtes administratifs dus à la carte Nina, en tout cas pour nos compatriotes de la diaspora. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur apporte la solution. Il corrige les erreurs sur les cartes Nina de plus de 14 000 Maliens, uniquement ceux résidant en France. Koumba Sissé nous précise que l'opération vise à les soulager réellement pour qu'ils ne soient plus bloqués pour des raisons administratives. Regardons. Certains Maliens établis à l'extérieur ont constaté des erreurs sur leur carte Nina, numéro d'identification nationale. Pour corriger ces lacunes, afin de mettre à la disposition des intéressés un état civil net, le ministère chargé de la gestion des Maliens de l'extérieur a reçu plus de 14 000 demandes de correction. Ces demandes sont uniquement celles des Maliens vivant en France. Le problème de la carte Nina, il se pose de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des erreurs sur des noms, il y a des erreurs sur des âges, il y a des erreurs sur l'identité totalement. Il y a aussi des gens qui ont perdu complètement leur carte, ce qui crée beaucoup de devoirs. Et le gouvernement s'est engagé à corriger cette situation parce que c'est vrai que la carte Nina ne va plus être en usage dans peu de temps, mais d'ici que la carte biométrique commence, nous devrons corriger toutes les identités et les numéros d'identification nationale. La correction de ces dossiers est confiée à deux ministères. Il y a deux sortes de cas, c'est-à-dire les traitements mineurs. Les traitements mineurs, s'il y a eu une petite erreur dans la transcription du nom, du prénom, donc ça c'est corrigé directement au CPDEC. Et le second lot, ça c'est les traitements sur l'identité. On ne peut pas traiter en ce moment parce que l'identité, il faut que la loi soit votée d'abord. Maintenant, en ce qui concerne les dates de naissance surtout, ce lot va être envoyé au ministère de la Justice. Pour soulager les Maliens vivant à l'extérieur, les chefs du département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine s'engagent à s'impliquer dans le processus de cette correction de la carte Nina. Le but est de débloquer très rapidement la situation à laquelle ils sont confrontés.
Stop aux violences basées sur le genre sous toutes ses formes. Les femmes à l'unisson ont battu le pavé ce vendredi pour dénoncer les récents événements qui ont occasionné la mort de certaines femmes par leurs conjoints. La marche silencieuse est partie du monument de la paix au ministère en charge de la justice, où les marcheurs ont remis une déclaration au ministre de la Justice en présence de ses collègues en charge de l'éducation et de la promotion de la femme. Je vous propose d'écouter la déclaration lue ici par Sina Damba, ancienne ministre, et les réponses du ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, des propos recueillis par Awa Makamara. Nous nous sommes réunis ce jour 3 juin 2022 pour manifester notre mécontentement et lancer un cri de désarroi aux autorités de la transition, aux autorités traditionnelles et coutumières et à toute la société malienne face aux nombreux assassinats et maltraitances des femmes par leurs conjoints, proches ou par des malfrats. En effet, du mois d'avril à mai 2022, au moins 4 cas d'assassinat de femmes, de viols ou d'autres coups et blessures ont été enregistrés. Face à ces crimes crapuleux et actes inimaginables, nous, femmes du Mali, condamnons avec la dernière énergie toutes ces graves violations des droits de l'homme, singulièrement ceux des femmes, des jeunes filles et garçons. Déplorons le fait que certains suspects puissent s'échapper des mailles de la justice et souvent depuis la garde à vue. Ce document demande aux autorités de prendre un certain nombre d'actions. C'est un acte citoyen et nous percevons cet acte comme une sorte de piqûre de rappel qui nous est faite pour prendre en charge de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus complète la question de la sécurité pour combattre l'impunité. Donc ce message, il est bien perçu, reçu 5 sur 5 et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les auteurs de ces atrocités puissent être retrouvés et traduits devant la justice. Voilà une déclaration lue donc par Maïga Sina Damba, ancienne ministre. Signature à Bamako d'un cadre de partenariat entre le ministère des Affaires religieuses et les associations et ONG caritatives d'inspiration chrétienne. Cette signature qui a concerné près d'une trentaine d'ONG donc et associations permettra une meilleure coordination du travail sur le terrain. C'est ce que nous dit Modibo Mariko. Elles sont près d'une trentaine d'associations et d'ONG chrétiennes avec comme dénominateur commun la volonté de rendre service aux autres. Chaque organisation jusque-là travaille seule sans connexion avec l'autre, ce qui constitue un frein à leur efficacité sur le terrain. La signature de ces partenariats offre donc un cadre formel de travail entre le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et ces organisations et donne du coup de la visibilité et de la transparence indispensables à la réussite de leurs activités. Je crois qu'on est en train de créer une première de communication améliorée. On a déjà préconisé qu'il y ait un rapport ou une rencontre une fois les 6 mois ou une fois l'année et nos rapports annuels qu'ils soient envoyés aux marques pour permettre aux marques de s'imprégner davantage de nos réalités et que les marques aussi sachent mieux comment nous aider à améliorer ce qu'ils peuvent trouver comme des voies d'excellence vers le développement du pays. L'objectif, c'est de créer une synergie d'action entre toutes ces ONG, puisqu'elles agissent toutes dans un domaine purement social, faire en sorte que leur action ne reste plus cloîtrée, mais qu'elle soit connue. Et la mission du département, c'est de vendre l'image de ces associations-là, de les montrer, pour que tout le monde sache que c'est des gens qui nous viennent en appui dans le domaine du développement social. Parce qu'en fait, qui parle d'affaires religieuses parle de développement social. Au lieu que chacune de ces ONG agisse de façon esselée, de façon solitaire, notre objectif est de les mettre ensemble pour que l'impact soit encore beaucoup plus considérable, beaucoup plus grand. Ces cadres offrent aussi aux différentes parties la possibilité de partager des informations sur leurs activités, évitant du coup les chevauchements, toutes choses qui favorisent la collaboration et l'accompagnement du département de tutelle.
À présent, voyons cette visite d'une délégation russe à Bamako. Elle est venue approfondir la discussion entamée par nos ministres lors de leur séjour en Russie. Les visiteurs ont été reçus donc en début de soirée par le Premier ministre. Ils ont également remis au chef du gouvernement une médaille décernée par l'Académie internationale de télécommunications de Russie, dont le Premier ministre est membre. Compte rendu Fousseini Tounkara. La promptitude, ce qualificatif peut mieux décrire la relation entre le Mali et la Russie. À peine 2 semaines après la visite d'une forte délégation malienne à Moscou pour fortifier les relations entre les deux pays, une délégation russe est à Bamako. Cette délégation dite économique vient d'être reçue par le chef du gouvernement. Une opportunité pour ses amis du Mali de décliner le programme de leur visite et leurs attentes. Nous sommes arrivés pour discuter ici les questions de livraison du blé, des engrais et des produits pétroliers de Russie. On va procéder à la signature des documents de la coopération économique. Le chef du gouvernement s'est réjoui de cette marque de considération des autorités russes. Il a tenu à clarifier à ses hôtes la vision des autorités maliennes par rapport à la coopération entre notre pays et ses partenaires. Nous n'avons pas accepté qu'un autre pays nous dicte qui doit être sur nos territoires, qui doit être notre partenaire, avec qui nous devons travailler. Nous n'avons pas accepté cela. Et nous ne l'accepterons pas. Le Mali, donc, comme je le disais, n'est la chasse gardée que du peuple malien. Et donc, il choisit librement ses partenaires et tous ceux qui veulent être dans des relations d'amitié avec nous. Nous sommes l'adversaire ni l'ennemi d'aucun peuple du monde. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler spécifiquement à la délégation russe la nécessité du démarrage du trafic ferroviaire, l'un des souhaits les plus ardents du peuple malien. Le renouvellement du réseau ferroviaire avec des rails, des nouvelles locomotives, constitue des attentes importantes d'une grande partie de notre population. Toute la partie ouest du pays compte sur cette coopération. Notre souhait, c'est que ce travail puisse continuer vers le développement des infrastructures ferroviaires, puisse se prolonger vers la Guinée, qui est un pays ami, pour que notre pays puisse avoir d'autres sorties sur la mer que ceux qu'il avait jusqu'ici. Cette délégation russe est aussi porteuse d'une distinction à titre personnel décernée au chef du gouvernement par l'Académie internationale de télécommunications de Russie, dont il est membre depuis 2014. À noter que l'invité ce soir de l'émission Malikoura Tassira Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Rendez-vous à 21h15 pour la version française et 22h pour le Bamanankan. Entretien à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ERTM et sur nos plateformes digitales. Le projet d'Outoloma, femme pilier de la famille, vient de tenir son comité de pilotage. Au menu, le plan de mise en œuvre 2021-2026. Sokona Kamisogo pour plus de détails. Au dire de ses responsables, le projet d'Outoloma, femme pilier de la famille, concerne 10 000 producteurs et productrices. Lancé le 19 mai dernier à Djoila, les acteurs du projet se retrouvent à Bamako pour faire le plan de mise en œuvre 2021-2026 à travers cette première session de son comité de pilotage. Vu que c'est un projet qui va toucher principalement les agricultrices, donc nous allons travailler de commun accord avec le ministère du Développement rural, surtout à travers la Direction nationale de l'agriculture. Donc, il y a un programme important de champs écoles intégrés. Donc, vu l'expertise de la DENA dans ce domaine, la DENA va nous accompagner. Au niveau de la composante 1 et 2, nous allons toucher 10 000 agriculteurs et agricultrices. Sur les 10 000 agriculteurs et agricultrices, il y a au moins 81% de femmes. Le projet d'Outoloma, femme pilier de la famille, est entièrement financé par le gouvernement canadien à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Il ambitionne de promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes productrices. Le projet d'Outoloma vise donc à réduire les barrières qui limitent l'avancement économique des femmes. Il intervient auprès des coopératives agricoles à prédominance féminine et leurs unions pour qu'elles adoptent une gouvernance plus inclusive au bénéfice des femmes, qu'elles développent des produits et des services mieux adaptés à leurs besoins et renforcent les capacités d'organisation de défense des droits des femmes. Notre pays, le Mali, a toujours affiché cette volonté dans ses différents programmes
et politique de développement. C'est donc un honneur pour le Mali d'être partie prenante dans le processus qui vise une meilleure prise en compte des agricultrices et agriculteurs dans la mise en œuvre des politiques et programmes du secteur rural. Doutoulement, femme pilier de la famille, couvre les régions de Koulikoro, Ségou, Douila, Sikasso et San. Tenu à Bamako, des travaux du Forum sur les énergies renouvelables, une rencontre qui se veut un cadre d'échange entre les acteurs de la société civile ainsi que tous les autres acteurs du domaine afin de promouvoir les énergies renouvelables au Mali. Achanta Koulibaly. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui indispensables dans la construction du développement durable. C'est pourquoi les acteurs de la société civile et les autres acteurs se retrouvent pour informer et sensibiliser sur les initiatives africaines en la matière, ainsi que faire le plaidoyer pour promouvoir ces énergies. C'est là à travers ce forum qui va durer des jours. Les pays africains, notamment le Mali, ont un potentiel énorme et peu exploité d'énergie renouvelable. D'où l'initiative du Forum national pour la promotion des énergies renouvelables au Mali, qui nous permettra d'apporter notre contribution à la réflexion et l'action pour relever ces défis. L'initiative est un engagement fort de l'Afrique pour accélérer et augmenter la domestication de l'énorme potentiel des ressources d'énergie renouvelable du continent. Elle nourrit l'ambition d'installer au moins 300 gigawatts de capacités nouvelles et additionnelles de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Le développement des technologies de l'énergie solaire s'inscrit dans les orientations de la politique nationale en matière de changement climatique, d'où les choix de ces thèmes, état des lieux de la mise en œuvre des initiatives africaines. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'utilisation productive des énergies renouvelables pour la transformation des produits agricoles en milieu rural, réduire les importations, pertes après récolte, créer de la valeur ajoutée, des emplois rémunérateurs et diversifier les revenus pour les populations rurales, en particulier pour les jeunes et les femmes en Afrique. Ce forum national s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le but est de fédérer les efforts de la société civile des 5 pays de la sous-région ouest africaine, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, le Niger et le Mali. Les prix à la pompe connaîtront très prochainement une hausse, une situation imputable à la guerre Ukraine-Russie. Malgré les milliards déboursés par l'État malien en termes de subventions, cette hausse est inévitable. Pour plus d'informations, écoutons les explications du directeur général de l'Office national des produits pétroliers, ONAP. Modibo Gourodjal est au micro de Boubacar Bablitouri. Depuis quelque temps, l'environnement économique mondial connaît de sérieuses perturbations de différents ordres dues à plusieurs facteurs. Dans ces perturbations, celle qui frappe notre pays est d'ordre énergétique et notamment dans le domaine des hydrocarbures. Comme vous le savez, le Mali importe mensuellement environ 200 millions de litres à partir des axes, à partir des pays qui nous entourent. En raison des sanctions européennes infligées à la Russie, notre pays subit de plein fouet les conséquences de celles-ci qui ont amené nos fournisseurs traditionnels à déclarer des cas de force majeure. Afin d'assurer l'approvisionnement du pays, alors, il fallait explorer de nouvelles pistes et trouver de nouveaux partenaires. Ces recherches ont été laborieuses avec des conditions commerciales drastiques. Donc, en raison de la situation critique que traverse notre pays et qui en réalité n'a rien à voir avec l'embargo qui frappe le Mali, nous n'avons eu d'autre choix vraiment que d'accepter ces sévères conditions commerciales. Nous sommes obligés de suivre la tendance haussière des cours mondiaux sur nos prix à la pompe. Donc, ce qui va être fait dans un bref délai,
Pour ce qui concerne le gaz butane, suite aux différentes rencontres entre l'État et les opérateurs pétroliers, il a été convenu d'arrêter la subvention sur le gaz butane pour compter du 1er juin 2022. Le ministre délégué chargé des actions humanitaires, Oumarou Diarra, séjourne à Kita. Mamadi Alioubari Nouhoum Kamara nous parle de ces rencontres. C'est une visite placée sous double signe de l'espoir et d'encouragement qu'effectue le ministre Oumarou Diarra dans la capitale de l'Arachide. Le ministre a remis une importante quantité de vivres aux nécessiteux. Les bénéficiaires n'en demandaient pas mieux en cette période de crise. Tout Mambri est fier de cette visite du ministre, ainsi que tous les déplacés du Kanta. Le gouvernement a fait et continue de faire son mieux en aidant chaque fois les déplacés. Et nous avons eu l'occasion de connaître en détail les actions et objectifs du ministère. À travers tous ces échanges, il est ressorti que la région de Kita va consolider le cadre de concertation des différents humanitaires intervenant dans la région. Un geste de solidarité soutenu des ONG nationales et internationales dans la région de Kita. L'État a besoin de nous et surtout d'une collaboration franche. En perspective, désormais les ONG vont évoluer en synergie et avec l'administration. Sous les directives du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, nous sommes en train de travailler non seulement à renforcer la résilience de nos populations démunies, mais également à répertorier l'ensemble des problèmes au niveau de nos différentes régions. Et également, nous sommes engagés à mettre une meilleure coordination au niveau des actions humanitaires. Et le ministre en charge de l'action humanitaire de rappeler les efforts des autorités de la transition pour stabiliser le pays. Une question qui tient à cœur les notabilités de Kita, elles qui ont reçu le ministre Oumarou Diarra et sa délégation. Lancement à Kolokani du programme Benkadi, phase régionale de Koulikoro. Le programme vise à améliorer la résilience des groupes vulnérables aux effets des changements climatiques. Envoyé spécial à Kolokani, Suleiman Sidibé Sidi Modibo Dambeli. Le programme Benkadi est désormais opérationnel dans la région de Koulikoro. Benkadi est une initiative de la société civile africaine visant à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Il est mis en œuvre par un consortium de 4 ONG africaines et une ONG néerlandaise. Et l'objectif, c'est vraiment à rendre nos communautés les victimes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, leur donner du pouvoir. On s'attend vraiment qu'à la fin de ce projet, qu'on puisse amener notre pays à prendre des décisions fortes, à amener les gens à changer de comportement. La phase régionale de Koulikoro concerne 6 communes du cercle de Kolokani. C'est pourquoi les autorités locales se réjouissent de l'initiative. Nous sommes prêts à accompagner ce projet pour avoir un résultat probant. Dans ce contexte, les interventions du programme Benkadi du Secours ONG contribueront sans nul doute à une meilleure prise en compte des changements climatiques et les pratiques de gestion durable des terres dans les programmes de développement économique, social et culturel des 6 communes d'intervention de la région de Koulikoro. Le programme Benkadi intervient dans 3 régions du Mali, celles de Bougouni, de Dioïla et de Koulikoro. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas pour une durée de 5 ans. L'Association des ouvriers professionnels du Mali, AOPM, vient de procéder au lancement de ses activités dans la capitale de l'Or-Blanc. La cérémonie de lancement est marquée par des discours assortis de messages de création de synergies d'action visant à valoriser le secteur des ouvriers. L'acte 2 de la journée était l'inauguration de l'unité de transformation de céréales de Demba Sissoko, sise à Amdalaï. Brahima Kone, correspondance.
L'Association des ouvriers professionnels du Mali, AOPM, œuvre pour une synergie d'actions visant à valoriser le secteur informel pour le bonheur des ouvriers. D'où cette descente stratégique au niveau régional pour lancer les activités de l'association dans le Miangala, un terroir riche en potentialités agricoles et industrielles. Toutes choses qui devront permettre de lutter contre l'immigration clandestine. C'est aider nos enfants de se développer, de travailler eux-mêmes, de ne pas partir à l'extérieur pour aller mourir en mer. Les responsables de l'AOPM disent être engagés dans la formalisation du secteur des ouvriers. Ces derniers ont, au cours de cette cérémonie de lancement, prôné la culture de l'excellence, la créativité et la lutte contre la médiocrité. Des éléments qui constituent pour eux la clé de voûte pour l'atteinte des objectifs. Nous serons sur toute l'étendue du territoire du Mali pour informer, sensibiliser, former, perfectionner les jeunes dans leur localité, en les formant dans le corps de métier dont eux-mêmes nous ont. Le préfet du cercle de Koutiala estime que le rôle de l'AOPM est important dans l'absorption du chômage. Si les ouvriers eux-mêmes décident de se valoriser, de se prendre en charge à travers l'association, ça permet de mieux les structurer, de mieux les valoriser. Personne ne peut mieux valoriser les ouvriers qu'eux-mêmes. L'un des temps forts de cette cérémonie de lancement des activités de l'Association des ouvriers professionnels du Mali est l'inauguration de l'unité de transformation de céréales de Demba Sissogo, sise à Amdalaï. Les micro-organismes dans la gestion de la fertilité des sols pour une agriculture durable, c'est le thème d'une conférence qui regroupe à Ségou chercheurs et vulgarisateurs. Cette conférence initiée par l'Académie des sciences du Mali et l'Université de Ségou a permis de mettre un accent particulier sur l'utilisation des micro-organismes pour soutenir le secteur agricole au Mali. Condécila. Les micro-organismes invisibles à l'œil nu sont indispensables à l'homme et à son environnement. Ils jouent un rôle vital dans les écosystèmes. C'est pour mettre en exergue ce rôle prépondérant de ces micro-organismes dans l'agriculture que l'Académie des sciences du Mali et l'Université de Ségou ont initié le présent cadre d'échange. Nous nous félicitons de ce partenariat. L'Université de Ségou se trouve dans une zone agro-pastorale de prédilection et nous avons de nouvelles connaissances dans l'interaction entre les micro-organismes et ces potentialités agricoles que nous pouvons développer. Cette rencontre, ce partenariat avec l'Académie des sciences, va mettre déjà un certain nombre d'enseignants qui sont déjà sur des thématiques en rapport avec le sujet, va pousser certains enseignants à mieux se focaliser sur ce secteur, sur ce domaine de recherche qui est vaste. Les conférenciers, professeur Amadoun Babana et docteur Abdoulaye Amadoun, ont surtout démontré à suffisance tout l'intérêt que le secteur agricole peut tirer des micro-organismes, au regard de la baisse du rendement constatée, estimée aujourd'hui à 40%. Et on utilise des produits chimiques pour augmenter la production, le rendement. Mais on s'est rendu compte que ces produits chimiques sont dangereux, non seulement pour l'homme, mais pour l'environnement. Donc on se dit que même si on arrive à diminuer de 50% l'utilisation de produits chimiques, en utilisant les micro-organismes, on peut arriver à beaucoup de choses. Il est à noter que cette conférence a bénéficié de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Fonds de garantie du secteur privé. À présent, nous allons faire le point Covid de ce 3 juin 2022. 5 cas positifs, 1 guéri, 0 décès, 48 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Et nous avons ce communiqué de condamnation. Le comité syndical de l'ORTM informe l'opinion nationale que lors de la rencontre Djoliba AC et Afrique Football Elite, comptant pour la 27e journée du championnat national de football Ligue 1 le mercredi 1er juin 2022, l'équipe de l'ORTM désignée pour la couverture médiatique a été violemment agressée par des supporters du Djoliba AC. Suite à ces violences, notre camarade Moulay
Abdoulaye Sidibé, caméraman, a été grièvement touché à la tête, mais ses jours ne sont pas en danger. Vu les vertus du sport, notamment le fair play, le brassage et la recherche de la cohésion sociale, le comité syndical condamne avec la dernière rigueur ces actes barbares et inhumains et demande aux autorités d'arrêter les auteurs de l'agression afin de les traduire devant les tribunaux. Ce qui nous amène à parler de cette conférence. Les Aigles du Mali donc entament les éliminatoires de la CAN 2023 avec la réception des Diables Rouges du Congo. C'est ce samedi, favorite du groupe. L'équipe nationale s'est idéalement préparée pour démarrer en fanfare ces éliminatoires. En face, l'adversaire, le Congo, affiche la sérénité et promet de jouer crânement ses chances. La conférence de presse d'avant-match a permis de mesurer en tout cas le degré d'engagement des différents acteurs pour ce match éliminatoire. Faisons le point avec Aridjou Matina. Le groupe Aigle du Mali s'apprête à débuter une nouvelle campagne, celle des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et c'est le Congo, l'un des 3 adversaires de la poule du Mali, qui se dresse devant les Aigles lors de cette première journée. Cette nouvelle aventure de l'équipe nationale marque les grands débuts du nouveau sélectionneur Éric Sekouchel sur le banc des Aigles. Et les attentes, il y en aura forcément. À mes attentes, bien sûr que je suis conscient des attentes et entre guillemets de la pression du résultat. Moi aujourd'hui je suis, bien sûr que j'ai envie de gagner ce match, j'ai une grande envie de gagner ce match, mais moi aujourd'hui je suis concentré sur mes joueurs, je suis concentré sur mon plan de jeu, et aujourd'hui, bon c'est vrai que je suis un petit peu plus tendu que d'habitude parce qu'on est à 24 heures de match. Aujourd'hui, moi, je suis concentré sur ce que je vais leur demander. Et la seule pression que j'ai, c'est qu'ils répondent parfaitement à ce que je vais leur demander. Depuis 2015, en Guinée équatoriale, les Diables Rouges du Congo n'ont plus participé à la phase finale de la CAN. Et l'actuelle génération du football congolais semble déterminée à se donner à fond dans ces éliminatoires pour obtenir l'un des 2 tickets qualificatifs. Un grand respect pour cette équipe-là. Et sur le papier, ils sont meilleurs que nous, on ne va pas mentir. Mais le football, ça se joue à 11. Donc nous sommes des hommes et nous sommes là pour obtenir aussi quelque chose. Pas pour faire juste acte de présence. Les confrontations Mali-Congo ont toujours été âprement disputées. Et le match de ce samedi le sera aussi et l'équipe la plus engagée et déterminée sortira victorieuse. C'est une rencontre importante, c'est important de bien rentrer dans les qualifications. On sait qu'on vient ici au Mali dans un grand pays de football, c'est une grosse équipe. Je pense que nous on s'est bien préparé, on a bien travaillé à l'entraînement, on a préparé différentes choses. Les joueurs ont un très bon état d'esprit, je suis vraiment très content de mon groupe. On a fait une semaine de travail intéressante. Voilà, on travaille sur un plan de jeu bien pensé, bien donné pour emmener ces 3 points ici à Bamako. Les différents acteurs ont montré leur sérénité lors de cette conférence de presse d'avant-match. Reste à concrétiser sur le terrain les stratégies élaborées en vue de démarrer idéalement cette première journée. Mali-Congo, c'est ce samedi à 19h au stade du 26 mars. Une rencontre qui sera dirigée par des arbitres mauritaniens. Et dans ce communiqué déposé à notre rédaction, le ministre de la Jeunesse et des Sports invite en conséquence et avec insistance le public sportif national à sortir massivement et à soutenir les Aigles du Mali avec dignité, fair play et respect de l'autre. Le ministre rappelle que le Mali est une nation de tolérance et d'hospitalité, des valeurs dont nous avons fait montre au cours de différentes compétitions sportives internationales et qui ont constitué une image honorable dans notre pays. Le ministre exhorte également les joueurs à un sursaut d'orgueil et beaucoup plus d'engagement pour briller et procurer au peuple malien la joie et le bonheur qu'il mérite. Le ministre s'est compté sur l'engagement citoyen de toutes et de tous. Et nous, ici, à l'ERTM, nous souhaitons bonne chance à nos aigles. Demain, donc, samedi, c'est la fin de cette édition. Je vous dis donc, moi également, demain à 20h. Un grand merci à nos téléspectateurs de Montreuil. C'est en France. Bonsoir à tous.